Sous un soleil brûlant, des chevaliers aux croix rouges sur la poitrine marchent en silence à travers les ruines d'une cité orientale. Le vent emporte les prières, les serments et les cris du passé. Là, entre les murailles de Jérusalem, les sables de Tripoli et les cols d'Antioche, une autre croisade commence, non plus celle de la conquête, mais celle de l'enracinement. Car après la fureur des armes vient le temps du pouvoir. Comment des chevaliers venus d'Occident ont-ils pu fonder et maintenir en plein cœur du monde musulman des États chrétiens? Quelles tensions les ont traversés? Comment ont-ils gouverné des peuples qu'ils ne comprenaient pas toujours? Et pourquoi, malgré leur foi et leur forteresse, ont-ils fini par disparaître? Dans cet épisode, on plonge au cœur des États latins d'Orient, ces royaumes nés de la croisade, entre gloire, intrigue, croisement culturel et déclin inexorable. Bienvenue dans l'histoire sans complexe. À l'issue de la première croisade, un constat s'impose. La libération de Jérusalem n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'une autre. Ce que la croisade a ouvert, ce n'est pas seulement un chemin de pénitence ou de salut individuel. C'est un espace politique, une terre à tenir, à administrer, à défendre. Une terre sainte devenue terre de pouvoir. Très vite, au lendemain de la prise de Jérusalem, surgit une réalité aussi imprévue qu'inédite, celle des États chrétiens d'Occident implantés durablement en Orient. On les appelle les États latins d'Orient. Avant même que Jérusalem ne soit entre les mains des croisés, 3 d'entre eux voient le jour. Édesse, Antioche et Tripoli. Ils ne sont pas nés d'un plan concerté ni d'un projet pontifical. Ils sont issus des dynamiques de la croisade, mais aussi des ambitions personnelles de certains chefs, des circonstances locales et des rapports de force mouvants. C'est cette naissance à la fois pragmatique et opportuniste qui les rend si fascinants. Le premier de ces États, le comté d'Édesse, naît presque par accident en février 1098, avant même la prise de Jérusalem, dans les confins orientaux de l'actuelle Turquie, à la frontière de la Mésopotamie. Où se trouve Édesse? Édesse se trouvait à l'est de l'Euphrate, dans la haute Mésopotamie, une région aujourd'hui située au sud-est de la Turquie actuelle, proche de la frontière syrienne. C'était une ville majoritairement peuplée d'Arméniens au moment de la première croisade et elle était gouvernée par un seigneur local d'origine arménienne sous influence byzantine mais avec une large autonomie. Le fondateur est Baudouin de Boulogne. Alors que l'armée principale continue vers Antioche, Baudouin de Boulogne prend un autre chemin. Il répond à l'appel des seigneurs arméniens inquiets de l'incapacité du gouverneur Tauros à défendre la ville contre les Turcs. Par une manœuvre politique habile, adoption par Tauros puis élimination de ce dernier, Baudouin se fait acclamer par la population et fonde de facto un État latin dans une région jusque-là périphérique. C'est là toute l'originalité d'Édesse. Il est le premier État latin, mais aussi le plus isolé. Profondément oriental dans sa population, majoritairement arménienne et syriaque, il est à la fois très éloigné des centres latins de pouvoir et presque dépourvu de liens directs avec les ports de la Méditerranée. Quelques mois plus tard, la prise d'Antioche, en juin 1098, donne naissance à une autre entité, la principauté d'Antioche. Celle-ci se trouvait sur le cours de l'Oronte, dans le nord de la Syrie, non loin de la mer Méditerranée. Elle commandait l'accès à toute la Syrie du nord. Protégée par une puissante muraille flanquée de 400 tours, la ville était peuplée principalement de Grecs et d'Arméniens au moment de la première croisade. Ici, tout est différent. Antioche est une ville historique, siège patriarcal, fortifié par Byzance et convoité depuis longtemps par les Normands d'Italie du Sud. Bohémond de Tarente, qui a joué un rôle majeur dans le siège et la conquête, décide de ne pas restituer la ville à l'empereur byzantin comme il s'y était pourtant engagé. Il y installe son propre pouvoir, assumant une rupture ouverte avec Constantinople. Là où Baudouin s'était implanté loin des regards, Bohémond affirme avec éclat une ambition presque royale.
La principauté d'Antioche se veut un État autonome, à la fois latin dans ses structures et normand dans son esprit. Mais elle reste profondément marquée par sa population locale. Les Grecs melkites, les Arméniens, les musulmans, tous cohabitent dans un équilibre précaire entre fiscalité, pragmatisme et tensions religieuses. Enfin, en 1109, avec la prise de Tripoli, naît le troisième État, le comté de Tripoli. Tripoli se trouvait sur la côte méditerranéenne entre Beyrouth au sud et Laodicée au nord, dans la région correspondant aujourd'hui au nord du Liban. C'était une ville côtière importante, formant avec son arrière-pays un comté qui s'étendait de Gibelée, aujourd'hui Byblos, au sud jusqu'à Maraclée au nord. Ce territoire est le fruit d'un siège long et méthodique, entamé par Raymond IV de Saint-Gilles dès 1102. À la différence d'Édesse ou d'Antioche, Tripoli ne tombe pas dans l'urgence ni par la ruse. Il est conquis pierre par pierre avec patience et stratégie. Cela se ressent dans sa structuration. Le comté de Tripoli est sans doute le plus stable et le plus occidental des trois. Il adopte les formes du féodalisme méridional, attire des colons venus du Languedoc et de Provence et s'adosse aux puissances maritimes italiennes, notamment Gênes. Il est aussi le plus tourné vers la mer, le plus ouvert au commerce et celui qui délègue le plus la défense de ses points forts aux ordres militaires comme les hospitaliers, au crack des chevaliers. Ces trois États, pourtant si différents dans leur géographie, leur peuplement et leur modalité de fondation, partagent une même matrice, la greffe d'un pouvoir féodal occidental sur un terreau oriental ancien, composite, parfois hostile. Partout, les seigneurs francs imposent des fiefs, redistribuent des terres, bâtissent des châteaux et des systèmes de taxation. Mais partout aussi, ils doivent composer avec des réalités locales, église orientale autonome, communauté juive et musulmane, élite arménienne ou grecque déjà bien établie. C'est cette tension permanente entre volonté de domination franque et réalité orientale qui façonne les États latins. Mais leurs différences sont tout aussi essentielles. Édesse, isolée, n'a jamais pu s'ancrer profondément. Elle tombe dès 1144, entraînant le lancement de la deuxième croisade. Antioche, plus prestigieuse mais sans cesse tiraillée entre Byzance et l'Orient musulman, vivra jusqu'en 1268 dans une instabilité chronique. Tripoli, plus modeste mais mieux enracinée, durera jusqu'en 1289 avant de succomber au coup des Mamelouks. À travers ces trois expériences se dessine le laboratoire politique des croisés. Ce sont des États de conquête, mais aussi d'adaptation, des territoires latins, mais en Orient. Ils préfigurent chacun à leur manière le modèle qui va dominer la région pendant près de 2 siècles. Un monde où la foi, la guerre, le commerce et le droit féodal s'entrelacent dans une terre étrangère souvent hostile. Ce monde, c'est celui que va incarner avec encore plus d'ampleur le royaume de Jérusalem, le cœur battant de la chrétienté en Orient. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à faire une petite pause de 30 secondes pour mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et mettre un petit commentaire. Merci à vous. Le royaume de Jérusalem, fondé en 1099 à la suite de la conquête de la ville sainte par les croisés, ne repose sur aucune reconnaissance pontificale ou impériale directe. Il ne procède pas non plus d'un héritage dynastique, comme c'est le cas pour les monarchies occidentales contemporaines. Il résulte d'un acte de conquête justifié théologiquement par la volonté de libérer les lieux saints et politiquement par la nécessité d'assurer leur défense. Après la prise de Jérusalem le 15 juillet 1099, Godefroy de Bouillon, chef de la croisade, refuse le titre de roi, considérant qu'il ne saurait être couronné roi dans la ville où le Christ porta la couronne d'épines. Il adopte donc le titre plus humble mais hautement symbolique d'Advocatus Sancti Sepulchri, c'est-à-dire avoué du Saint-Sépulcre, l'avoué étant, dans le vocabulaire féodal, le protecteur laïque d'un établissement ecclésiastique. Cette titulature marque d'emblée la singularité du pouvoir à Jérusalem, un pouvoir temporel mais exercé au service du sacré. À la mort de Godefroy, son frère Baudouin de Boulogne
revendique la succession, mais à la différence de son prédécesseur, il revendique pleinement la fonction royale. Il est sacré roi de Jérusalem le 25 décembre 1100 dans la basilique de la Nativité à Bethléem, et non dans le Saint-Sépulcre que le patriarche d'Humbert de Pise, hostile à la monarchie, refuse de lui ouvrir. Ce sacre marque une rupture claire. Le royaume entre dans une phase d'institutionnalisation monarchique. La dynastie royale est ainsi inaugurée par Baudouin Ier, suivi par Baudouin II, puis une série de règnes plus ou moins longs qui structureront la vie politique du royaume jusqu'à sa chute. Si le roi de Jérusalem est sacré, il ne règne pas en monarque absolu. La monarchie est élective de facto. Chaque roi est choisi par les grands barons du royaume, parfois en concertation avec les ordres militaires ou le clergé latin. L'élection royale, bien que souvent anticipée par la désignation d'un héritier, traduit la volonté des barons de conserver une forme de contrôle sur la couronne. Cette tension entre autorité royale et autonomie nobiliaire se traduit par un équilibre délicat entre centralisation et féodalité. Le roi est le suzerain théorique de tous les seigneurs, mais il doit gouverner avec leur assentiment, notamment par le biais d'une institution capitale, la haute cour. La haute cour regroupe les principaux seigneurs vassaux du roi, barons laïcs, prélats, chefs des ordres militaires. Elle statue sur les affaires judiciaires impliquant les nobles, elle valide les décisions importantes comme les traités, les successions, les régences, et elle peut aussi contester ou limiter les décisions du roi. Ainsi, si le roi dispose du droit de guerre, de justice et d'administration, ses pouvoirs sont contrebalancés par le poids des barons qui n'hésitent pas à s'opposer à lui en période de crise. Un exemple significatif est le conflit entre la reine Mélisande et son fils Baudouin III dans les années 1150. Mélisande, nommée régente par son époux feu Foulques d'Anjou, tente de conserver le pouvoir au-delà de la majorité de son fils. La cour se divise, des factions se forment et la tension aboutit à une guerre civile larvée. Finalement, Baudouin III impose son autorité, mais l'épisode illustre la fragilité structurelle du pouvoir royal en Terre Sainte. Le roi est entouré d'un personnel administratif qui reprend dans ses grandes lignes les offices de cour de la féodalité occidentale. Nous avons d'un côté le sénéchal, qui gère la maison royale et administre les domaines, le connétable, qui est le chef de l'armée, le chambellan, responsable de la garde et des finances privées du roi, et enfin le chancelier, c'est-à-dire l'institution qui, au Moyen Âge, s'occupait de rédiger, d'authentifier et de conserver tous les actes officiels émis au nom du roi. Ces officiers sont recrutés majoritairement dans l'aristocratie franque locale. Ils sont à la fois collaborateurs du roi et grands seigneurs indépendants, possédant eux-mêmes des terres, des fiefs et une clientèle. Le roi doit donc sans cesse composer avec eux, tant dans la guerre que dans l'administration. Le royaume est également traversé par des courants d'influence issus de l'Occident. Les moines, notamment les bénédictins et les cisterciens, les marchands italiens, les ambassadeurs de Rome ou du Saint-Empire. Mais c'est le roi, et lui seul, qui incarne l'autorité suprême en Terre Sainte. Le roi de Jérusalem n'est pas simplement un chef politique. Il est investi d'un rôle religieux majeur, défendre les lieux saints, protéger les pèlerins, maintenir la pureté chrétienne dans un espace sacré. Cette dimension sacrale se manifeste dans les rituels, sacres à Bethléem, dons aux églises, mais aussi dans sa propagande royale. Le roi est souvent représenté comme le nouveau David ou le nouveau Salomon, deux rois juifs présents dans l'Ancien Testament. Ces deux rois guidant le peuple, ici chrétien, dans la cité du Seigneur. Cette sacralisation du pouvoir coexiste avec une dure réalité politique, celle d'un royaume fragile, encerclé, toujours menacé. Le royaume de Jérusalem constitue un modèle hybride de monarchie féodale transplantée en Orient. Il articule la logique du droit de conquête à celle du service sacré,
mêle institutions occidentales et réalité orientale, et repose sur un équilibre précaire entre pouvoir royal et puissance féodale. Ce système, qui fait la force initiale du royaume, en constitue aussi la limite. Face aux menaces extérieures et aux crises internes, la monarchie franque d'Orient ne dispose pas de moyens suffisants pour imposer durablement son autorité. Le royaume de Jérusalem, dès son établissement en 1099, se superpose à une société profondément diversifiée. Sur les terres conquises par les croisés vivent depuis des siècles une mosaïque de peuples et de confessions. La minorité franque, dominante sur le plan militaire et politique, doit composer avec une majorité composée de chrétiens orientaux, de musulmans et de juifs, chacun porteur de traditions religieuses, de structures sociales et de langues propres. La gestion de cette diversité devient un enjeu central pour le maintien du pouvoir latin. Les chrétiens orientaux forment le groupe le plus numériquement important. Ils se répartissent entre plusieurs églises, les Grecs melkites, fidèles à la tradition byzantine, les Arméniens majoritairement grégoriens, les Syriaques de tradition jacobite, les Maronites, dont une partie entre en communion avec Rome dès la fin du XIIe siècle. À leur côté vivent également des musulmans sunnites ou chiites, ces derniers étant représentés notamment par les Ismaéliens. On trouve aussi des communautés juives, surtout présentes dans les villes. L'arrivée des Francs bouleverse cet équilibre en plaçant les populations locales sous une autorité étrangère, occidentale et catholique, qui revendique l'hégémonie politique et religieuse sur l'ensemble de la société. Face à cette pluralité, les Latins ne cherchent pas à imposer une conversion forcée ou une élimination systématique des non-latins. Ils instaurent plutôt un système juridique différencié, destiné à organiser la coexistence sans effacer les différences. Les Francs relèvent des cours de justice spécifiques, la haute cour pour les nobles, les cours de bourgeoisie pour les marchands et artisans occidentaux. Les populations locales, elles, sont soumises aux cours dites des Syriens, qui jugent selon le droit local, souvent présidé par un raïs, figure traditionnelle de la communauté indigène. Pour arbitrer les litiges entre membres de communautés différentes, des juridictions mixtes sont créées, comme la Cour de la Fonde, spécialisée dans les affaires commerciales impliquant à la fois latins et orientaux. La fiscalité participe également à l'organisation du royaume. Les Francs détiennent la terre, perçoivent des taxes et imposent aux populations locales des contributions variées. Le terrage, prélèvement sur les récoltes, la capitation, impôt par tête, c'est-à-dire par individu, ou encore des corvées, des travaux obligatoires, obligations de travail imposées aux paysans non francs. Ces obligations renforcent le pouvoir de la noblesse latine tout en maintenant les structures économiques préexistantes. Les seigneurs francs évitent ainsi les ruptures brutales, préférant exploiter les ressources humaines et agricoles des populations indigènes plutôt que de les remplacer. L'ordre religieux instauré par les croisés repose sur l'établissement d'une hiérarchie ecclésiastique latine. Le patriarcat de Jérusalem, confié à un prélat latin dès 1099, s'impose comme autorité suprême, reléguant les patriarches orientaux à des positions de subalternes, souvent tolérés mais jamais reconnus comme équivalents. Dans certains cas, les églises orientales conservent leurs évêques et leur liturgie, notamment en milieu rural ou dans les zones contrôlées par des seigneurs pragmatiques. Dans d'autres, les lieux de culte sont confisqués ou latinisés. Cette politique oscillant entre tolérance calculée et centralisation autoritaire reflète la volonté des Latins de faire du royaume une terre chrétienne selon les normes de Rome, tout en évitant des soulèvements coûteux. Les relations avec les musulmans sont plus complexes encore. Lors de la prise de Jérusalem en 1099, la population musulmane est en grande partie massacrée, marquant un épisode de rupture et de violence. Toutefois, dans les décennies suivantes, les autorités franques adoptent une attitude plus pragmatique.
Les musulmans continuent à vivre dans certaines régions du royaume, surtout dans les campagnes ou les zones frontalières, où leur savoir-faire agricole et artisanal sont indispensables. Leur statut reste celui de sujets soumis, exclus des fonctions publiques, contraints à des tenues distinctives et interdits de construire de nouveaux lieux de culte. Ils sont tolérés mais surveillés, utiles mais exclus du pouvoir. Les Juifs, bien que moins nombreux, sont traités selon une logique similaire, tolérés tant qu'ils ne revendiquent aucun contrôle public. L'équilibre ainsi instauré reste fragile. Des révoltes éclatent ponctuellement, notamment en Galilée ou en Samarie, où certaines communautés résistent à la domination franque. La peur d'une alliance entre les populations musulmanes locales et les armées venues d'Alep, de Damas ou du Caire renforce la méfiance des seigneurs latins. Les répressions sont parfois violentes, les déplacements de population fréquents. Par ailleurs, la montée en puissance des ordres militaires, comme les Templiers et les Hospitaliers en tête, qui développent une idéologie de croisade permanente et intransigeante, contribue à durcir l'attitude du pouvoir envers les non-latins. Malgré ces tensions, le royaume ne sombre pas dans le chaos. Il fonctionne, parfois même efficacement, grâce à une gestion territoriale méthodique, à une adaptation des structures féodales aux réalités locales et à une forme de cohabitation encadrée. Mais cette stabilité est très précaire, car elle repose sur la supériorité militaire d'une minorité et non sur une intégration réelle des peuples conquis. Cette fracture constante entre gouvernants et gouvernés, entre latins et orientaux, entre catholiques et toutes les autres confessions, constitue l'une des grandes fragilités du royaume et explique en partie sa vulnérabilité face aux offensives extérieures. L'un des traits les plus originaux du royaume de Jérusalem réside dans le rôle central joué par les ordres militaires, institution hybride apparue dans le contexte très spécifique de la guerre sainte en Orient. Nés à la croisée du monachisme et de la chevalerie, les ordres du Temple et de l'Hôpital constituent des acteurs majeurs de la vie politique, militaire et économique du royaume. Leur émergence répond à une nécessité pratique autant qu'à un idéal religieux, celle de défendre durablement les conquêtes chrétiennes face à des adversaires nombreux, organisés et souvent supérieurs en nombre. L'ordre des Hospitaliers ou ordre de Saint-Jean de Jérusalem trouve ses origines dans une confrérie charitable créée avant même la première croisade, destinée à accueillir et soigner les pèlerins malades dans un hôpital situé à proximité du Saint-Sépulcre. En 1113, cette institution est reconnue officiellement par le pape Pascal II comme ordre religieux indépendant, doté d'une règle, de privilèges et de possessions. À partir des années 1130, les Hospitaliers prennent une orientation plus militaire, développant une véritable fonction de défense aux côtés de leur mission hospitalière. Ils acquièrent des châteaux, reçoivent des dons de terres et participent activement à la protection des routes et des points stratégiques du royaume. L'ordre du Temple, ou ordre des pauvres chevaliers du Christ, est fondé en 1119 sous l'impulsion de Hugues de Pine. Il s'agit à l'origine d'une petite milice de chevaliers décidés à protéger les pèlerins en route vers Jérusalem. En 1129, lors du concile de Troyes, l'ordre reçoit une règle inspirée de celle de Cîteaux, donc l'abbaye de Cîteaux, à forte connotation ascétique et obtient l'appui officiel de l'Église. Le Temple devient alors un ordre religieux militaire à part entière dont les membres, appelés les Templiers, prononcent des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance tout en portant les armes. Cette nouveauté absolue, qui unit le moine et le soldat dans une même figure, donne naissance à un type d'organisation inédit dans la chrétienté. Les deux ordres, auxquels s'ajoutent plus tard les teutoniques, prennent rapidement une place centrale dans le royaume. Militairement, ils constituent une force permanente, professionnelle, disciplinée, à laquelle les rois et les barons font appel en cas d'invasion ou de siège. Leur effectif, bien que numériquement modeste,
sont hautement entraînés et structurés. Ils possèdent leur propre commanderie, leur forgeron, leur intendant, leur armement. Les Templiers, par exemple, tiennent le contrôle de places fortes décisives comme Gaza ou Safed, tandis que les Hospitaliers s'installent dans des forteresses de première ligne, comme le Krach des Chevaliers ou Marga, véritable bastion des offensives venues de Syrie. Mais les ordres militaires ne se contentent pas de combattre. Ils deviennent de véritables puissances seigneuriales. À travers les dons, les legs pieux et les achats, ils amassent un vaste patrimoine foncier, réparti entre le royaume de Jérusalem et leurs possessions en Europe. Ce réseau international leur assure une autonomie financière considérable. Ils perçoivent des rentes, cultivent des terres, exploitent des moulins, dirigent des villages entiers. Leur richesse leur permet de se doter d'une logistique exceptionnelle, mais elle alimente aussi des jalousies et les critiques, y compris de la part des rois qu'ils sont censés servir. Leur autonomie politique croissante constitue l'un des points de tension majeurs dans le royaume. Les ordres militaires ne relèvent pas de l'autorité royale, mais directement du pape, ce qui leur permet de contourner les juridictions locales et de négocier avec d'autres puissances sans l'aval du souverain. Ils tiennent leur propre chapitre, rendent leur propre justice et développent une diplomatie indépendante. Lors des grandes crises politiques, ils peuvent jouer un rôle décisif. En 1186, par exemple, les Templiers soutiennent le couronnement de Guy de Lusignan contre l'avis d'une partie de la noblesse franque. Cette prise de position contribue à la division du royaume à la veille de l'invasion de Saladin. Les ordres militaires incarnent donc une forme de pouvoir parallèle, complémentaire mais parfois concurrent de la royauté. Ils défendent le royaume mais peuvent aussi affaiblir son unité. Ils sont vénérés par une partie de la population chrétienne mais redoutés pour leur puissance et leur influence. Leur rigidité idéologique, nourrie par une vision de la guerre sainte sans compromis, les rend peu aptes à la diplomatie ou à la négociation avec l'adversaire. Leur présence contribue à militariser la vie religieuse et à radicaliser les positions face aux musulmans. Malgré ces tensions, leur rôle reste indispensable. Sans eux, la défense du royaume serait impossible. Leur engagement dépasse souvent celui des barons locaux et leur dévouement à la cause chrétienne ne fait guère de doute. Ils forment l'ossature militaire permanente d'un État fragile, constamment menacé. En cela, ils sont le produit direct de la croisade, son prolongement institutionnel et son bras armé dans la durée. Leur essor est le signe que la croisade, loin d'être un événement ponctuel, s'est transformée en une structure sociale et politique dans le Levant. Le royaume de Jérusalem, plus qu'un simple État latin en Orient, est ainsi devenu le centre d'un dispositif militaire religieux inédit dans l'histoire de la chrétienté. Les liens entre le royaume de Jérusalem et l'Europe occidentale sont constitutifs de son identité, de sa survie et de ses dynamiques internes. Né de l'élan de la première croisade, le royaume n'a jamais prétendu à une autonomie complète vis-à-vis de l'Occident latin, ni sur le plan politique, ni sur le plan religieux, ni même militaire. Tout au long de son histoire, il s'est présenté comme une extension sacrée de la chrétienté d'Occident, un avant-poste de la foi sous tension constante, et donc un objet de sollicitude permanent pour les puissances d'Europe. Les relations politiques s'expriment d'abord à travers le soutien des monarchies occidentales aux expéditions croisées. La deuxième croisade, lancée en 1145 après la chute du comté d'Édesse, voit l'engagement de deux souverains, Louis VII de France et Conrad III de Germanie, preuve de l'importance symbolique du Levant pour les grandes dynasties. Ce lien se renforce encore lors de la troisième croisade qui rassemble Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste et l'empereur Frédéric Barberousse autour de la reconquête des lieux saints. Cependant, ces interventions royales ne sont jamais totalement coordonnées avec les réalités du terrain. Les croisés venus d'Europe, appelés ultramontains ou barons de l'au-delà des mers,
connaissent souvent mal les équilibres locaux, les enjeux territoriaux ou les tensions entre factions franques. Leur présence peut s'avérer aussi bien précieuse que perturbatrice. Sur le plan dynastique, l'Occident intervient fréquemment dans les affaires du royaume. Plusieurs reines de Jérusalem sont issues de familles européennes puissantes, comme Mélisande, fille du roi de Jérusalem Foulque d'Anjou, ou Sibylle, épouse de Guy de Lusignan issue d'une maison poitevine. Ces mariages traduisent la volonté de lier étroitement le destin du royaume à celui des grandes maisons féodales d'Occident. Mais ils sont aussi source de rivalité, de conflits d'héritage et d'ingérence extérieure, notamment lorsque des prétendants au trône viennent faire valoir leurs droits à la faveur d'une croisade ou d'une vacance du pouvoir. L'Église latine joue également un rôle de lien structurel avec Rome. Le patriarcat latin de Jérusalem, restauré en 1099, est directement soumis à l'autorité du pape. Il entretient des correspondances régulières avec la curie romaine, envoie des rapports, demande des conseils. Les bulles pontificales accordent des privilèges aux églises latines de Terre Sainte, protègent leurs biens et définissent des indulgences accordées aux pèlerins ou aux croisés. Les clercs venus d'Europe sont nombreux. On y trouve des évêques, des moines, des chanoines. Tous participent à faire de Jérusalem une ville pleinement intégrée au réseau ecclésiastique de l'Occident chrétien. Les ordres religieux, en particulier les bénédictins et les cisterciens, fondent de nombreux monastères, des prieurés, des écoles, reproduisant en Orient les formes monastiques occidentales. Mais c'est surtout dans le domaine économique et maritime que l'Occident joue un rôle décisif. Dès les premières décennies du royaume, les grandes cités italiennes commerçantes, comme Gênes, Venise, Pise, s'imposent comme des partenaires incontournables. En échange de leur appui militaire lors des sièges de villes côtières comme Acre, Jaffa ou Beyrouth, elles obtiennent des quartiers commerciaux entiers, parfois fortifiés avec églises, entrepôts, comptoirs et juridictions propres. Ces enclaves, juridiquement autonomes, font de certaines villes de Terre Sainte de véritables carrefours méditerranéens. Le commerce avec l'Italie, la Provence, la Sicile ou même l'Angleterre alimente les ports du royaume en armes, en tissus, en vins ou en produits manufacturés, tandis que les marchandises orientales, épices, soieries, bois rares, repartent vers l'Europe par les navires des républiques maritimes. Cette dépendance à l'égard des puissances commerciales d'Occident n'est pas sans conséquences. Elle entraîne une concentration des richesses dans les mains des Italiens, souvent accusés par les seigneurs francs de se comporter en parasites plus qu'en alliés. Elle favorise également les tensions entre villes et campagnes, entre pouvoirs seigneuriaux et autorités urbaines. Le royaume, bien que formellement dirigé par une noblesse guerrière d'origine franque, est profondément inséré dans les circuits économiques et diplomatiques de la Méditerranée occidentale. Enfin, le lien avec l'Occident se manifeste par le flux permanent de pèlerins. Venus de toutes les régions d'Europe, ils traversent les mers ou les terres pour se recueillir sur les lieux de la passion du Christ. Ces pèlerinages, encouragés par le clergé, encadrés par les ordres militaires, représentent une source de revenus, mais aussi un enjeu de sécurité. Protéger les pèlerins contre les brigands ou les incursions musulmanes devient une mission centrale du royaume. C'est dans cette optique que naissent les ordres du Temple et de l'Hôpital, dont j'ai déjà parlé précédemment. Le royaume de Jérusalem, loin d'être un État isolé dans un Orient hostile, s'impose donc comme un nœud vital entre l'Europe et le Levant, entre la foi et la guerre, entre la diplomatie et la spiritualité. Sa survie dépend autant de son enracinement local que de sa capacité à mobiliser sans cesse des ressources humaines, militaires et financières venues d'au-delà des mers. Mais cette dépendance permanente est aussi sa faiblesse. Car lorsque l'Occident se désintéresse ou se divise, le royaume se retrouve seul, exposé à des périls qu'il ne peut affronter sans appui extérieur. C'est ce déséquilibre chronique entre ambition universelle et fragilité structurelle qui marque toute son histoire. Le royaume de Jérusalem, malgré sa structure monarchique et sa prétention à incarner l'unité chrétienne en Orient,
est profondément traversé par des tensions internes, des rivalités aristocratiques et des conflits de pouvoir qui en minent progressivement la cohésion. Loin d'être un bloc homogène soudé par la foi et l'intérêt commun, la société franque de Terre Sainte est marquée par la fragmentation seigneuriale, les ambitions personnelles, les luttes de factions et l'instabilité dynastique. Ces divisions, récurrentes tout au long du XIIe siècle, affaiblissent l'appareil politique du royaume, compromettent ses capacités de réaction militaire et favorisent les succès de ses adversaires musulmans. L'organisation féodale importée d'Occident fonctionne à l'avantage des grandes familles nobiliaires qui possèdent des fiefs puissants et jouissent d'une autonomie de fait dans leur domaine. Si le roi est censé exercer une suzeraineté sur l'ensemble du territoire, son autorité est sans cesse négociée, contestée, voire bafouée. Chaque seigneur de Terre Sainte agit comme le maître de sa seigneurie, dispose de ses propres revenus, de ses hommes d'armes et de ses intérêts. L'unité du royaume repose donc sur des équilibres très précaires, toujours susceptibles de basculer en fonction des ambitions personnelles ou des circonstances extérieures. Les querelles de succession sont l'un des principaux facteurs de division. À plusieurs reprises, l'absence d'héritiers directs ou les conflits de légitimité conduisent à de véritables crises politiques. On peut citer la crise dynastique, en plus de celle dont on a déjà parlé à propos de Mélisandre et de Baudouin III, celle qui se déroule entre 1185 et 1186. Le roi Baudouin IV, atteint de lèpre, meurt jeune, sans héritier direct. Il désigne son neveu Baudouinet, un enfant comme successeur sous la régence de Raymond III de Tripoli. Mais la reine Sibylle, sœur de Baudouin IV, soutenue par son mari Guy de Lusignan et par les Templiers, organise un véritable coup d'État. Elle fait couronner son époux et écarte tous les opposants. Cette prise de pouvoir brutale, dénoncée par une partie de la noblesse, divise le royaume en deux camps. Raymond de Tripoli refuse de reconnaître le nouveau roi, négocie en secret avec Saladin et se retire dans ses terres. L'armée franque, au lieu de se préparer à une invasion qui est alors imminente, s'effondre dans les querelles internes et la méfiance mutuelle. Cette désunion culmine lors de la bataille de Hattin en 1187, où les chevaliers francs sont pris au piège, encerclés et anéantis par les troupes de Saladin. La défaite est totale, le roi Guy est capturé, la croix du Christ est prise et Jérusalem tombe peu après. C'est l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire des croisades, et il résulte autant de l'efficacité militaire de l'adversaire que de la désorganisation du pouvoir chrétien. Les ordres militaires eux-mêmes, bien qu'issus d'un idéal commun, ne sont pas exempts de rivalité. Templiers et hospitaliers, tout en servant le même royaume, défendent leurs prérogatives avec âpreté, refusent parfois de coopérer et prennent des positions divergentes lors des grandes crises. Leur indépendance vis-à-vis du roi les rend partiellement incontrôlables. Dans certaines circonstances, ils agissent comme des acteurs politiques à part entière, soutenant l'un ou l'autre camp, voire négociant de leur propre initiative avec les ennemis musulmans. Cette fragmentation du pouvoir militaire contribue à la perte de cohérence de l'ensemble du dispositif défensif du royaume. La noblesse franque, quant à elle, est animée par des intérêts souvent contraires à ceux de la royauté. Les grandes maisons, comme celles d'Ibelin, de Courtenay ou de Montferrat, cherchent à accroître leur influence en manipulant les mariages royaux, en s'alliant aux ordres militaires et aux Italiens, ou en contrôlant les villes clés du royaume. Les conflits locaux, les usurpations, les refus d'obéissance se multiplient. Le roi, réduit parfois au rôle d'arbitre impuissant, ne parvient plus à imposer une direction commune. L'esprit de croisade, censé unir tous les chrétiens, cède la place aux rivalités féodales, à la jalousie des pouvoirs et à la course aux alliances personnelles. Ces divisions internes affaiblissent considérablement la capacité du royaume à se défendre. Les réponses aux menaces extérieures sont lentes, désorganisées ou paralysées par des conflits d'intérêts. Les barons hésitent à fournir leurs contingents, les ordres militaires poursuivent leurs objectifs propres,
les cités marchandes italiennes protègent d'abord leurs privilèges économiques. Le royaume, assiégé de toutes parts, souffre moins d'un manque de ressources que d'une absence d'unité. Son effondrement progressif ne peut être compris sans tenir compte de cette désagrégation interne. La chute de Jérusalem en 1187, puis celle d'Acre un siècle plus tard, en 1291, sont les conséquences ultimes d'un processus de fragmentation qui a privé les Latins d'Orient de toute stratégie cohérente face à un adversaire de plus en plus organisé et déterminé. L'histoire du royaume de Jérusalem est ainsi celle d'un État né d'un élan collectif, mais miné de l'intérieur par les divisions que ni la foi, ni la guerre, ni le sacré ne sont parvenus à surmonter. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si cela vous a plu, vous pouvez mettre un like et partager la publication autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et poster un commentaire pour aider au référencement. Merci à vous et à très bientôt.